Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, fidèles participants à notre rendez-vous désormais installé qui remonte donc à l'année dernière, on peut dire que la quinzaine a une année, fidèles participants que vous êtes pour la plupart. En ce début d'année, je vous souhaite, vous les professionnels des métiers de l'information et de la communication, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Ces vœux s'étendent bien entendu à vos proches et aux êtres qui vous sont chers. Que l'année 2025 soit pour tous et pour chacun infiniment meilleure que 2024, qui a été à certains égards une année de difficultés et de tourments. Que 2025 soit un moment de paix profonde, d'abnégation et de sanctification du travail. Nous avons l'espérance que, grâce à votre élan participatif et à vos suggestions pertinentes que nous tâcherons de mettre en œuvre courant 2025, nous puissions ensemble améliorer encore et toujours la qualité de notre rendez-vous bimensuel. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale de ces derniers jours a été marquée principalement par la visite dans notre pays ce 7 janvier 2025 du ministre chinois des Affaires étrangères, son Excellence M. Wang Yi. À cette occasion, il s'est entretenu avec le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, coprésident du FOCAC, à savoir le Forum sino-africain de coopération. Il s'agissait d'évoquer avec le chef de l'État et nos autorités nationales les conditions de mise en œuvre de cette première année d'exécution des conclusions du mandat qui s'est ouvert à Beijing en septembre 2024. Il s'agissait de partager avec les autorités nationales, et en premier lieu le président de la République, les résultats du 9e sommet du FOCAC, tenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, en septembre dernier. Un point sur l'état de la coopération entre la Chine et le Congo a été fait à cette occasion, tant avec le président de la République qu'avec le chef de notre diplomatie et le ministre de la Coopération internationale. Les sujets suivants ont été évoqués. Tout d'abord, les acquis du sommet de Beijing. Ensuite, la planification des projets continentaux à mettre en œuvre pour les 3 prochaines années, puisque, comme vous le savez, le FOCAC a une vocation continentale, c'est-à-dire qu'il s'agissait, à travers la coprésidence qui nous échoit aujourd'hui pour la période 2024-2027, de programmer avec le président de la République, le nôtre, les grands termes de référence du programme d'action à mettre en œuvre sur cette mandature. Il s'agissait également d'une déclinaison précise de ce qu'il est convenu d'appeler les 10 actions de partenariat proposées par son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, avec un focus mis, pour ce qui concerne notre pays, sur la réalisation de ce qui est appelé chez nous le développement vert, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'environnement et à ses potentialités. À cet égard, la Chine entend soutenir l'effort du Congo pour préserver ses ressources forestières et ses ressources en eau. Globalement, la Chine accompagnera l'Afrique dans la mise en œuvre des projets d'énergie propre dont le principe a été acté lors du sommet de Beijing et facilitera la construction de ce qu'il est convenu d'appeler de manière poétique la ceinture lumineuse africaine, pour que notre continent puisse s'engager dans le développement attendu de l'étape carbone. Avec les ministres Jean-Claude Gakosso des Affaires étrangères et Denis Christel Sassou Nguesso de la Coopération internationale, il a été question pour le ministre Wang Yi d'échanger sur la répartition des importants financements proposés par la Chine et de programmer l'exécution des projets sur l'ensemble du continent. Et comme nous l'avons déjà évoqué il y a quelques semaines, quand la question de notre participation au FOCAC, au 9e sommet du FOCAC, avait été évoquée avec vous, il est entendu, je vais reprendre une expression familière,
qu'en tant que coprésident, notre pays va disposer d'une sorte de droit de regard qu'on appelle le droit de l'œil et qui permettra d'orienter une partie des crédits mis à disposition par la Chine sur un certain nombre de projets proprement nationaux. Ainsi, il a été acté de l'accompagnement par la Chine de la réhabilitation de notre secteur électrique qui, comme vous le savez, connaît d'importantes réformes en termes de gouvernance comme en termes d'infrastructures à implémenter. Il s'agit également d'accompagner notre pays pour la réfection de notre épine dorsale, qui en tout cas était jusqu'ici considérée comme telle, à savoir le chemin de fer Congo-Océan. À cet égard, le partenaire chinois s'est engagé pour notre pays à accorder une aide de 50 millions de dollars américains pour les 3 ans à venir. Mesdames, Messieurs, l'actualité nationale a été également caractérisée par la poursuite de l'opération Coup de poing, mise en œuvre, comme vous le savez, par les forces de police et de gendarmerie. À cet égard, le gouvernement et les populations avec lui, et vous pouvez en attester, notent avec satisfaction que les fêtes de la Nativité, période de Noël, et la nuit de la Saint-Sylvestre, le jour de l'an y compris, se sont déroulées dans la paix, la joie et la sérénité au grand plaisir de tous et de chacun, et qu'aucun incident majeur ou dramatique n'a été heureusement répertorié sur cette période de festivité. D'autre part, l'opération Coup de poing a permis l'interpellation par les éléments de la région de gendarmerie de la Cuvette des auteurs d'actes de sabotage sur quelques infrastructures publiques dans ce département de notre pays. Plus globalement, il faut noter que l'année 2025 sera marquée par l'exécution des instructions du président Denis Sassou Nguesso, exprimées à l'endroit de la force publique à l'occasion du réveillon d'armes du 31 décembre 2024. Le président de la République a ainsi appelé à l'éradication pour 2025 du grand banditisme sur l'étendue de notre territoire national. Mesdames et messieurs, l'actualité de ces derniers jours a été marquée par plusieurs activités relatives, notamment à la gestion de l'environnement qui, et nous le voyons de plus en plus, est un des pans importants de l'action gouvernementale et étatique. Donc des questions liées à l'environnement, à la gestion des écosystèmes de forêt notamment. Ainsi, de la tenue de l'atelier sur le programme Ville résiliente autour de la composante gestion et traitement des eaux usées et des déchets. On peut également noter l'ouverture des travaux d'un atelier relatif à la protection de la couche d'ozone. Enfin, la tenue de l'Assemblée générale de l'unité forestière aménagée, UFA, de Mokabi-Nzanga. L'actualité nationale, c'est également, notamment, la réunion pour la fixation des prix des produits pétroliers pour le 4e trimestre 2024, dans un contexte qui voit les pouvoirs publics engagés, et nous voyons qu'il s'agit là d'un combat quotidien, difficile, complexe, les pouvoirs publics engagés dans la lutte contre les pénuries que nous subissons, hélas, depuis quelque temps. Mesdames et messieurs les journalistes, ainsi, voilà quelques faits d'actualité épinglés pour la quinzaine du gouvernement de ce jour. Je vous réitère mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 et nous pouvons passer à la seconde phase de notre quinzaine, c'est-à-dire à l'échange entre vous, hommes et femmes de presse, et le porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Je suis André Barry, du journal Les Paris Africains. Monsieur le ministre, vous avez manqué un point. C'est la déchéance du député de Sibiti. Vous avez pris la parole l'autre fois et vous avez dit que le monsieur, le député, je vais te dire, au fait, avait agi comme un opposant. Sa sortie médiatique pouvait vous étonner s'il avait plus dit le président de la République. Mais sa déchéance, comment vous les jugez? Déjà par principe, je crois que vous devez vous rappeler la nature de mes propos de ce jour-là. J'avais dit deux choses. La première, qu'intervenant en tant que porte-parole du gouvernement,
j'interviens sur les questions relatives à l'action du gouvernement et qu'il ne m'appartenait pas, en tant que porte-parole du gouvernement, d'évoquer l'actualité politique ou politicienne. C'est ce que je vous avais dit. J'avais ajouté qu'il ne m'était pas paru étonnant qu'un opposant s'oppose et que le contraire eût été une surprise, c'est-à-dire qu'il dise du bien du gouvernement. J'avais enfin, une fois que j'avais dit que je ne commenterais pas ces propos, il existe des partis politiques pour répliquer, et je crois qu'un important parti de notre pays avait répliqué aux propos de l'honorable Kinyombi. J'avais ajouté que j'avais trouvé déplacés les propos que je considérais comme à la limite injurieux, qui avaient été proférés par l'honorable à l'encontre du président de la République qu'il avait qualifié de touriste infatigable. Voilà exactement la teneur des propos que j'ai tenus. Maintenant, vous évoquez, si j'ai bien compris, la déchéance du député. Non, il n'a pas été déchu. Il est toujours député, l'honorable Kinyombi. Il n'a pas été déchu. Pour des raisons qui sont propres au fonctionnement de l'Assemblée nationale et en application du règlement intérieur, toute procédure que je n'ai pas vocation à commenter. L'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif, c'est une des branches du pouvoir législatif, et nous sommes l'exécutif. Et comme vous le savez, la Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Donc je n'ai pas vocation à commenter les actes posés par l'Assemblée nationale dans le cadre de son fonctionnement interne. Je suis Anicette Ngakoso du média en ligne La Brève Online. Monsieur le ministre, 2025 était une année très attendue des Congolais parce qu'ils espéraient voir l'accomplissement de cette promesse du président selon laquelle le pays serait émergent cette année. Le Premier ministre l'avait déjà évoqué en 2023 dans une interview accordée au magazine Brune, mais beaucoup l'ignorent et ils aimeraient avoir des éclaircissements là-dessus. Quant à ceux qui le savent, le Premier ministre avait affirmé que l'émergence aurait bel et bien lieu, mais avec un différé de 5-6 ans, soit en 2030-2031. Monsieur le ministre, que préconise le gouvernement pour s'assurer que, cette fois-ci, cette promesse tiendra dans les temps et éviter que la date de cette promesse ne soit repoussée une nouvelle fois? Et comment être sûr que cette promesse sera effectivement tenue, sachant que l'auteur de cette promesse peut ou ne plus être à la tête du pays après les élections présidentielles de 2026? Merci. Bon, écoutez, il y a un adage populaire, et il me semble bien qu'il doit être également repris par le livre saint qui s'appelle la Bible, qui dit « L'homme propose, Dieu dispose ». Donc, les hommes d'État les plus expérimentés, comme le président de la République, ont forcément une vision, un cap, et cette vision et ce cap, parce qu'on ne peut pas avancer et faire progresser un pays si on n'a ni vision ni cap. On avait, le président de la République, ses gouvernements successifs avaient programmé qu'aux alentours de la moitié des années 2020, donc l'année 2025, nous serions dans une phase qui pourrait être considérée comme une phase d'émergence. Vous n'aurez pas manqué de remarquer, et le Premier ministre l'a rappelé, qu'entre-temps, nous avons subi un certain nombre de chocs exogènes, parmi lesquels il y avait, rappelons-nous, 2014, un choc avec l'effondrement des cours du pétrole. Pétrole étant environ 70% des ressources qui abondent nos finances publiques. Il y a eu un deuxième choc exogène, et qui celui-là a été mondial, qui s'appelle la Covid-19. Et enfin, il y a eu un troisième choc, toujours exogène, qui s'appelle la guerre Russie-Ukraine. Cette conjonction de phénomènes, ajoutée probablement à un certain nombre de facteurs internes, par exemple, l'absence d'une diversification suffisante de notre économie, parce que d'ailleurs le critère de l'émergence, c'est la diversification de l'économie pour multiplier les capacités de création de richesse dans un État. C'est même le signe principal de l'émergence. Eh bien, tous ces facteurs ont contrarié l'agenda qui avait été impulsé par le président de la République, et ce qui a amené le Premier ministre, chef du gouvernement, à considérer qu'on pouvait différer l'atteinte de cet objectif de 4 à 5 ans, c'est-à-dire en réalité couvrir grosso modo le mandat présidentiel qui démarrera à partir de l'année 2026. Donc
Voilà, c'est ce que je peux dire. Les gouvernants ne sont ni infaillibles, ni maîtres du temps et des circonstances. Il y a eu toutes ces difficultés. Eh bien, nous avons bon espoir parce qu'on ne peut pas entamer un combat, c'est comme un match de foot, un match sportif. On ne peut pas entamer un combat si on pense dès le départ qu'on va échouer. À ce moment-là, on ne va pas sur le terrain et on déclare déjà sa défaite. Eh bien, le Premier ministre a rappelé ces contraintes qui nous ont été imposées et ensuite, il a, au nom du gouvernement et dans le cadre de la programmation de l'action gouvernementale, fixé un nouveau délai et un nouvel échéancier. Nous espérons et nous avons bon espoir qu'il puisse être respecté et que nous n'ayons pas entre-temps un autre choc exogène majeur, c'est-à-dire une circonstance qui viendrait de manière inattendue, de nouveau nous bousculer et bouleverser l'agenda. Je suis Michael Gatier, je prends la parole au nom de Focus Média. Monsieur le ministre, il y a un sujet assez important sur la gestion des finances publiques, la guerre entre GUP et CUT. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de nous éclairer où en sommes-nous sur la situation? Après, j'ai une seconde question, j'en ai trois, excusez-moi. J'ai une seconde question qui part des questions de paix. Le président n'a hésité dans ses discours de parler au sujet de la paix avec un regard sur l'international. Mais après, on a l'impression qu'au Congo, la paix n'est que synonyme de l'absence des armes, au fait. Est-ce que le Congolais, qui manque pratiquement de tout, de l'eau, de l'électricité, il est suffisamment en paix? La troisième question, c'est une question que j'aimerais poser à monsieur Lézin Thierry Mongala, citoyen congolais, natif de Sibiti, dans le département de l'Alékoumou. Alors, quelle est l'analyse de monsieur Lézin Thierry Mongala? Thierry Lézin. Excusez. Quelle est votre analyse sur la gestion de ce pays? Est-ce que vous êtes fier de la gestion du pays? Merci. Alors, monsieur Ngatsé, vous évoquez une première question concernant ce que vous avez appelé, en matière de finances publiques, la querelle entre le principe de caisse unique du Trésor, en acronyme CUT, et le guichet unique postal qui est aujourd'hui le réceptacle qui reçoit les ressources fiscales, douanières de notre pays. Bon, j'aimerais, avant de vous donner le point de vue du gouvernement, revenir sur un point qui me paraît essentiel et que le Premier ministre a lui-même évoqué, je crois, et je parle sous le contrôle d'un collaborateur du Premier ministre ici présent, lors de ses vœux aux membres de son cabinet de la primature. Il a évoqué un point essentiel et je me permets de revenir dessus parce que on ne peut pas parler de progrès, quelqu'un a parlé d'émergence. L'émergence, ce n'est pas seulement des agrégats économiques ou la progression du PIB ou la diversification de l'économie, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'émergence, ça se passe aussi dans la tête, c'est-à-dire la capacité que chacun d'entre nous a de comprendre et de respecter ce qu'on appelle la chose publique, ce que l'on appelle les exigences de l'État, ce que l'on appelle le respect des procédures étatiques, parmi lesquelles il y a un principe fondamental qui a été rappelé par le Premier ministre lors de l'occasion que je viens d'évoquer, qui est de parler de la diffusion intempestive des documents internes de l'État pour une consommation irresponsable sur les réseaux sociaux. Vous savez, je suis au gouvernement depuis quelques années. C'est un phénomène d'apparition récente, mais qui me paraît destructeur de ce qui fait le fondement d'un État. C'est quoi le fondement d'un État et le fondement d'un gouvernement? C'est la capacité à délibérer en son sein, de réfléchir en son sein et ensuite de rendre publiques les décisions après les délibérations du gouvernement. Et à cet égard, il faut noter, parce que c'est ça l'État, quand il y a débat, nous ne sommes pas des robots au gouvernement. Il y a forcément des points de vue qui s'expriment, il y a forcément des débats, il y a forcément des désaccords éventuels. Mais une fois que la décision est prise, elle est rendue publique pour la consommation de nos compatriotes.
Le seul élément qui compte, ce n'est pas les courriers confidentiels qui ont été partagés en fin d'année ou en début d'année, fin d'année 2024 ou début d'année 2025. Comme je vous l'ai dit, ce sont des courriers internes qui n'avaient pas vocation à être rendus publics. La seule action rendue publique et la seule qui engage le gouvernement et l'État, c'est la réunion interministérielle que le Premier ministre a organisée avec les acteurs concernés et au cours de laquelle il a été arrêté la démarche du gouvernement qui consiste à dire que pour mettre en œuvre l'orientation, l'instruction du président de la République, qu'il a solennellement rappelé lors de son message sur l'état de la nation le 28 novembre dernier, eh bien pour la mettre en œuvre, il fallait un chronogramme précis et qu'entre-temps, et avant la publication d'un texte réglementaire qui va fixer les conditions de transition et de transfèrement des compétences du GUP vers la caisse unique du Trésor, eh bien qu'entre-temps, parce que l'État doit bien continuer à collecter ses ressources, ses recettes, entre-temps, nous continuerions, jusqu'à l'adoption de ce texte réglementaire, à collecter les ressources de l'État via le GUP. Voilà la position officielle du gouvernement. Vous avez demandé si la paix pouvait se limiter à l'absence de conflits armés ou de violences dans le pays. Et pour résumer votre pensée, Monsieur Ngatse, vous avez dit, est-ce qu'on peut résumer la paix à quelque chose de stable s'il n'y a pas résolution de la question sociale? Bon, vous avez à la fois raison et tort. Vous avez tort d'abord parce que ceux qui ont connu les violences, Dieu merci, pas les plus jeunes de nos compatriotes. Et justement, les campagnes de manipulation de l'opinion concernent les plus jeunes qui, eux, n'ont pas connu ces événements-là. La paix, ce n'est pas un concept. La paix, c'est une réalité. Je vais vous faire une anecdote à titre personnel. En 1993, je suis venu effectuer ici, j'étais un simple citoyen, j'étais venu pour m'installer à Brazzaville et j'avais commencé à exercer mon métier d'avocat auprès d'un grand maître, futur bâtonnier de l'ordre des avocats congolais. Et malheureusement, cette période coïncide avec ce qu'on a appelé la guerre de Bas-Congo. Mais ceux qui ont vécu cette période savent ce que c'est que l'absence de paix. Quand on vous donne un mot de passe pour passer d'un quartier à l'autre, quand on vous arrête par des barrages de miliciens armés, et que ces miliciens, sur la base de votre nom, parce qu'ils vous demandent vos papiers, décident que vous aurez la vie sauve ou que vous serez massacré. Voyez ce que c'est que l'absence de paix? C'est concret, hein, c'est pas des choses abstraites, c'est pas un concept philosophique. Et pour nos plus jeunes qui n'ont pas connu ces périodes, qui sont des périodes d'extrême violence, eh bien moi je dis, attention, ce n'est pas un concept, c'est une réalité que le président de la République, quand il en fait un credo, un élément préalable de toute action publique, eh bien il a bien raison. Et ceux de nos compatriotes qui ont connu ces événements, ceux de 93 comme ceux de 97, et même les quelques soubresauts qu'on a pu connaître les années suivantes, de temps en temps, Dieu merci seulement, eh bien, tout cela, c'est pas un concept, c'est pas un acte de réflexion philosophique qu'on donnerait aux étudiants de terminale pour dire est-ce que la paix, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens dans un pays où il y a une question sociale. Maintenant, je dis, vous avez raison, parce que j'ai commencé par dire en quoi vous aviez tort. Vous avez raison, il est entendu que la paix, pour la consolider, il faut gérer la question sociale ou les questions sociales. Eh bien, le gouvernement s'y attelle. Et le gouvernement, malgré les difficultés, sous l'impulsion et l'autorité du président, s'attelle à ce que les questions que vous évoquez, d'alimentation en énergie, les questions d'eau, d'électricité, les questions d'infrastructure, que les questions de santé, d'éducation, etc., soient suffisamment réglées, ou en tout cas en état de règlement, pour que, justement, ces éléments consolident la sérénité publique et donc la paix. La troisième question, qui n'en est pas une, parce que vous me demandez, alors je reprends votre terme, si je suis fier de la gestion du pays. Ce n'est pas un problème de fierté ou de manque de fierté sur le sujet. La question est que je fais partie de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui à mon modeste niveau, qui est celui du porte-parole du gouvernement,
Donc je suis à la fois solidaire de l'action du gouvernement, de l'action de l'État, et en même temps, je suis, parce que je participe aux délibérations, parce que j'ai accès aux informations essentielles qui permettent de voir pourquoi tel sujet avance et pourquoi tel autre semble stagner, eh bien, je suis fier d'abord de l'expérience du président de la République, dont la dextérité, dont la capacité d'anticipation, dont l'autorité qu'il exerce dans le pays nous permettent de manière globale d'aller dans le bon sens. Je suis fier de participer à un gouvernement dont je sais que devant la complexité des problèmes que nous avons à affronter, nous prenons en âme et conscience les mesures que nous estimons les plus propres à correspondre à l'intérêt général. Merci, Monsieur le Ministre, pour les vœux de santé et de bonheur que nous vous retournons aussi, dans l'espoir que la quinzaine du gouvernement vive cette année 2025 que nous continuons à partager ensemble. J'ai deux petites questions. J'ai voulu faire profil bas pour permettre aux collègues de poser des questions d'actualité, parce que mes deux petites questions sont sur des sujets dormants. Et donc, la première question porte sur l'interdiction des grumes de bois en République du Congo, qui était insérée depuis le Code forestier 2000. Interdiction des grumes de bois. Des grumes de bois. Des grumes, d'exportation. Exportation. D'exportation. Oui, d'accord. Oui. Alors, qui a été renouvelé en 2022 avec le nouveau code et même renforcé par un texte réglementaire de la ministre, l'économie forestière. Malheureusement, on constate toujours la sortie du bois, soit par Ntam dans la Sangha ou bien à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui peut expliquer, Monsieur le Ministre, un peu, on va dire, l'impuissance de la puissance publique qui est l'État pour cette question? Deuxième question porte sur la justice, les libertés fondamentales. L'année dernière, lors de l'examen périodique universel des Nations Unies sur les droits de l'homme, le Congo s'est engagé à abolir le régime des autorisations préalables des manifestations et de passer à un régime d'information simplement pour pouvoir permettre aux organisations politiques et civiles d'organiser leurs manifestations. 2025 est une année charnière pour l'élection 2026 et on sait, pendant longtemps, certaines formations politiques ont été interdites pour organiser des réunions, des manifestations. Ils ont demandé, mais n'ont pas eu de retour. Est-ce que cette année, le gouvernement entend appliquer cette résolution de l'examen périodique universel des Nations Unies sur des questions des libertés fondamentales au Congo? Bon, vous avez évoqué la question du non-respect, avez-vous dit, de l'interdiction d'exportation des bois de grumes dans notre pays. Bon, il faut savoir qu'il s'agit là d'abord d'une résolution, d'une décision qui avait été prise par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, que cette interdiction qui consistait à interdire l'exportation de bois de grumes à partir du 1er janvier 2028. Cette interdiction prise dans le cadre d'une résolution du Conseil des ministres de cette communauté prise en février 2024 à Bangui vise un objectif précis qui est celui d'encourager la transformation locale. Le bois, c'est déjà une ressource précieuse et une ressource qui a une haute valeur pour les ressources et les finances publiques de notre pays et l'abondement de ce secteur. Mais il est encore mieux que cette ressource rare, souvent précieuse, soit transformée localement parce que, il vaut mieux exporter ce qui est transformé parce que ça vaut plus, donc ça rapporte plus, et à l'entreprise qui exporte et à l'État qui engrange des recettes forcément. Et deux, parce que ça fait vivre le secteur et en créant les conditions d'un écosystème qui part de la ressource brute
et qui passe par la transformation en produits dont une bonne partie peut être vendue au bénéfice de nos populations en interne, avant même de parler d'exportation de cette matière transformée. Bon, il faut savoir que l'interdiction dont vous parlez, il a été acté qu'elle se fasse progressivement, mais il faut quand même noter que pour promouvoir la transformation locale, augmenter la valeur ajoutée de la ressource, créer des emplois, comme je l'ai dit tout à l'heure, et stimuler la croissance économique, il y a déjà 2 pays qui se sont un peu lancés dans cette démarche politique. Il y a d'abord la République gabonaise, dans la sous-région, et notre pays, le Congo. Il faut savoir que nous avons, pour ce qui est notre pays, acté dans le code forestier qui a été adopté par une loi du 8 juillet 2020, nous avons acté, avec le texte d'application que vous avez évoqué, les conditions de la transformation locale préalable de cette ressource. Bon, il faut quand même noter que, et je l'ai dit tout à l'heure, l'homme propose, Dieu dispose, il y a les décisions salvatrices et il y a des éléments parfois inattendus, parfois imprévisibles, qui peuvent expliquer qu'on diffère légèrement la mise en route d'une décision salvatrice. Il faut savoir qu'il y a des engagements qui avaient été pris par notre pays dans le cadre des dispositions liées aux facilités élargies de crédit et au programme avec le Fonds monétaire, qui ont amené, depuis la période du feu, le Premier ministre Clément Mwamba, qui ont amené à la nécessité de maintenir en l'état un certain nombre de taxes, un certain nombre d'éléments qui ont permis de renforcer les conditions de réussite du programme de facilité élargie de crédit. Il s'agit des taxes d'abattage, des taxes de superficie et des taxes à l'exportation. Alors, il faut noter encore que, en l'état actuel de la crise financière, nous avons été amenés à maintenir ces taxes, en tout cas le gouvernement du Premier ministre Colline Makosso, pour assurer un financement suffisant d'un certain nombre de projets qui, par ailleurs, sont totalement positifs pour le secteur et pour nos populations. Il y a donc aujourd'hui la nécessité d'avoir maintenu des autorisations spéciales, donc tout est encadré, d'exportation pour un volume global de grumes de 2 11 783 mètres cubes. Et il s'agissait d'aider par ces exportations à la mise en œuvre et au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures qui, par ailleurs, sont attendus par nos populations. Alors, il y a, dans le cadre de ces autorisations spéciales, je peux vous donner la liste, hein, j'ai demandé à ma collègue un certain nombre de précisions. Je ne sais pas si il est intéressant de donner la liste, mais enfin, je vous donne au moins les intitulés et les éléments qui montrent l'utilité de ces autorisations spéciales. Nous avons par exemple la société Asia Congo qui a pu exporter pour 325 000 et un peu plus mètres cubes de grumes pour le financement de la construction du pont du Niari. Il y a le groupe Sycophore qui a pour 281 000 mètres cubes de grumes permis l'aménagement routier en terre Evo-Ongia et la prise en compte des travaux du pont sur la rivière Kebuya, l'équipement et la réhabilitation de l'École nationale des instructeurs de Muyonzi. Il y a la société SEYD qui a exporté 648 000 et des poussières mètres cubes de grumes, montant qui a permis la construction du pont sur la rivière Nombi et la formation de 30 artisans au métier du bois, formation qui s'est déroulée en Chine. Il y a la société CIPAM qui a exporté 150 000 mètres cubes environ, ressource qui a permis la construction des ponts sur la rivière Ibenga et la rivière Motaba. La société du groupe Amptil, Taman, etc.,
pour 596 000 et des poussières mètres cubes, pour les routes forestières boucle du Quilou, fabrication de 50 000 tables bancs, vous voyez l'importance de ces ressources provisoires, ces autorisations spéciales, mais également la construction et l'équipement du lycée d'excellence de Vindoulou. Il faut noter qu'à ce jour, environ 488 000 mètres cubes de grumes, soit 24% environ, ont été exportés. Le tout, et c'est important de le noter, sous la surveillance permanente des services publics concernés par la maîtrise du processus d'exportation. On peut citer les services de douane, les services techniques du département de l'économie forestière, les chambres de commerce, les structures administratives de transport, d'agriculture, etc. Donc la volonté du gouvernement est bien entendu d'appliquer les règles qu'il a solennellement fait adopter par le Parlement dans le cadre du Code forestier, de même d'appliquer les dispositions communautaires. Mais nécessité faisant loi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des principes et il y a ensuite l'application concrète et pragmatique de ces principes. Et donc nous allons, sur l'année 2025, étroitement encadrer le processus d'exportation dans le cadre d'autorisation spéciale. Et je précise quand même que le président de la République, lors de son message du 28 novembre, a solennellement rappelé qu'il y aura la construction au cours de l'année 2025 des 4 ponts sur les rivières Numbi, Nyari, Benga et Motaba, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il s'agit là de choses concrètes. Et c'est cela l'honneur d'un gouvernement. Ce n'est pas d'appliquer des textes de manière dogmatique, c'est de les appliquer en tenant compte des réalités, à la fois les réalités de l'environnement économique et financier. Donc on est quand même soumis à un programme, il faut donc rester dans les clous pour l'essentiel, et en même temps d'agir au jour le jour pour répondre aux besoins des populations. Alors vous avez évoqué comme autre question l'examen périodique universel concernant les autorisations préalables ou l'information sur les manifestations. Bon, écoutez, je crois que dans notre pays, les dispositions constitutionnelles accordent à tout groupement associatif à caractère civil ou politique la liberté totale de réunion, la liberté totale d'expression dans l'espace public. Mais nous sommes un État organisé. Il est prévu jusque-là des conditions qui nécessitent un quitus de l'autorité administrative, généralement les préfectures, dans les lieux concernés. Le gouvernement, dans le cadre de l'examen périodique universel, a pris des engagements. Nous pensons que ces engagements seront respectés et seront mis en œuvre. Mais je ne fais aucun lien entre cela et la période électorale future de 2026. Je crois que vous pouvez nous faire crédit aux autorités en charge des questions administratives sur l'espace public, ce qu'on appelle couramment en droit la police administrative, eh bien, que ces questions n'ont jamais empêché les partis politiques, et notamment ceux de l'opposition, de mener campagne et de déployer leur action politique pour tenter de convaincre les électeurs de la pertinence de leur position. Aline François Tokabeka de la télévision nationale. Est-ce qu'à votre niveau, vous sentez quand même qu'il y a une accentuation du manque de confiance de la population dans l'action gouvernementale? Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu plein d'engagements en 2024, pas que, au-delà aussi. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement, son autorité ne pèse plus au niveau de la population, d'autant plus que quand il y a même des actions... Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui ne pèse plus L'autorité du gouvernement ne pèse plus au niveau de la population, d'autant plus qu'il y a des actions qui incriminent parfois directement le gouvernement, qui sont faites au vu et au su de tout le monde, mais il n'y a jamais eu de sanctions au niveau du gouvernement, pas d'interpellation. On nous parle d'enquête administrative et ça reste à ce niveau et il n'y a toujours pas de suite. Et ça décrédibilise un peu la parole gouvernementale. Bon, vous parlez de deux choses différentes. Dans tous les pays au monde,
Simplement, chez nous, nous n'avons pas d'institut de sondage fiable capable de mesurer l'état de satisfaction ou d'insatisfaction de l'opinion. Et dans l'action quotidienne d'un gouvernement sur le long terme, il y a des moments où ce gouvernement rencontre l'approbation et la satisfaction des populations, et puis il y a des moments plus difficiles où, pour certains types d'actions, ou compte tenu d'une partie de la conjoncture, et notamment l'année 2024, dont on a tous rappelé depuis tout à l'heure qu'elle a été très difficile, pour plein de raisons, il est évident que nous n'allons pas rencontrer l'approbation majoritaire des gens sur les phases les plus difficiles. Mais que voulez-vous que nous disions, si ce n'est que nous sommes comme celui de la Bible, le charbonnier, qui, quels que soient les aléas, qui, quelles que soient les difficultés, les obstacles, continuait à avoir la foi. Ce qu'on appelle couramment la foi du charbonnier, c'est-à-dire le fait que malgré les contraintes, malgré les difficultés, les membres du gouvernement, à la tête desquels le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso, considèrent qu'il faut continuer notre besogne, continuer nos travaux, continuer à mettre en œuvre nos actions de manière à sortir notre pays des difficultés que nous avons traversées. Le président de la République a exprimé lors de son message de vœux, il y a quelques jours, son espérance que l'année 2025 permette de voir le pays sortir du tunnel. Et il l'a dit, il y a des signes en termes de reprise de l'activité économique et en termes de moindres difficultés, nous l'espérons, en termes de finances publiques et de trésorerie. Donc il existe des signaux qui nous permettent d'entretenir l'espoir. La seconde partie de votre question, c'est un autre aspect. Vous évoquez le fait qu'il y aurait, j'emploie le conditionnel, je vous l'ai toujours dit, j'ai un scrupule qui est celui du juriste. Si on confie des enquêtes à des autorités administratives, ou qu'un jour ces enquêtes soient transmises à une autorité judiciaire d'instruction, il n'appartient pas à qui que ce soit d'anticiper sur une impunité éventuelle. Donc on préjuge que d'avance il ne se passera rien, ou d'anticiper, pour ce qui concerne le gouvernement, sur une culpabilité éventuelle. En matière d'état de droit, il y a un principe qui est fondamental, qui est celui de la sérénité des décisions administratives et judiciaires que nous sommes amenés à mettre en œuvre. Quand je dis nous, toutes les branches de l'État. Donc laissons les choses se mettre en place et se faire. Il y avait le même scepticisme, rappelez-vous, pour ce drame d'Ornano. Quand, à la demande du président de la République, il avait d'abord été mis en place une commission administrative interne au ministère concerné, la Défense notamment. Tout le monde disait « Ah oui, mais bon, c'est pour enterrer l'affaire ». Et je crois me souvenir qu'il y a eu des sanctions. Et il y a même eu des dégradations d'officiers supérieurs, et peut-être même généraux, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, au moins d'officiers supérieurs, jusqu'au grade de colonel. Je suis Gustavo Sira, je représente le média Écho du Vrai. Monsieur le ministre, où se situe l'exécution du plan national de développement 2022-2026? Et puis, j'ai une autre question. Qu'en est-il des 12 batailles gouvernementales? Je vais vous répondre carrément aux deux, directement. Le gouvernement, périodiquement, fait une évaluation. Souvent, cette évaluation est faite à l'occasion des séminaires organisés par le Premier ministre, chef du gouvernement, séminaires durant lesquels le gouvernement, justement, s'arrête et observe la qualité de l'action qu'il a mise en œuvre sur la période qui précède et évalue la qualité de cette action et détermine les résultats obtenus. Donc nous aurons l'occasion, probablement, en tout cas je l'imagine, courant 2025, d'avoir un séminaire qui va nous permettre de poser notre fardeau et de réfléchir et d'évaluer, de rendre public cette évaluation. 2022-2026 pour le PND, puisque vous évoquez ce sujet en particulier. Le PND, comme vous vous en rappelez, a été recalibré au mois de juin 2024, de manière à prendre en compte les préoccupations propres
à l'année de la jeunesse, les préoccupations propres à la mise en route de l'État ou la mise en forme de l'État pour réussir à atteindre des objectifs en matière de jeunesse. Je vous renvoie au contenu du communiqué du Conseil des ministres qui avait été rendu public au mois de juin dernier et qui vous indiquera les inflexions, les amendements, les éléments qui, aujourd'hui, ont permis de prendre en compte les éléments qui relèvent des préoccupations de nos jeunes. L'évaluation, c'est de considérer qu'elle sera faite pour notre plan national de développement au terme de son exécution, qui est l'année 2026. Les 12 batailles, puisque vous évoquez le sujet, les 12 batailles ne sont pas un programme conceptuel qui est à côté du PND et qui serait à côté de l'action du gouvernement. Les 12 batailles, c'est le chef du gouvernement qui a, d'un point de vue intellectuel, politique, mis en exergue, souligné les points précis du projet du président de la République, ensemble poursuivons la marche, pour dire, sur ces points-là, voilà les batailles que nous devons relever. Mais ce ne sont pas des dispositions totalement hors sol, à côté de la mise en œuvre du PND que vous avez évoqué, de l'année de la jeunesse et des conditions de l'action quotidienne du gouvernement. Les 12 batailles sont dans le PND, les 12 batailles sont dans l'action gouvernementale au quotidien. Donc l'évaluation se fera, ou en tout cas la sanction se fera par les populations. Vous inquiétez pas, ça arrive, c'est dans un peu plus de 12 mois. Je suis Marna Mankene, Vox TV. Monsieur le ministre, en 2023, s'exprimant devant le Parlement, le Premier ministre avait révélé le déblocage de 3 milliards pour faire face à la réhabilitation des voiries urbaines et puis le traitement des érosions dans les 2 grandes agglomérations, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Force est de constater que le déblocage de ces fonds a consisté seulement à réhabiliter les voiries urbaines et le traitement des érosions. Prenons par exemple le cas de l'érosion du Tchali à Sadelmi, qui menace l'école publique, la seule école publique de ce quartier, nécessitait environ 9 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le gouvernement envisage-t-il de juguler le problème des érosions qui se posent avec acuité dans nos quartiers? Merci, monsieur. Vous évoquez un point qui consiste à parler des 3 milliards que le Premier ministre avait déclaré que l'État avait débloqué pour la lutte contre les érosions et les questions d'assainissement. Vous déplorez et vous constatez qu'effectivement, ces sommes auraient servi non pas pour les érosions, mais seulement pour la réhabilitation des voiries urbaines. Je n'ai pas la réponse, on va dire, la plus précise possible, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit, par expérience. Pour traiter des érosions, on ne traite pas des érosions en période de pluie, par exemple. Sinon, d'abord, c'est dangereux pour les ouvriers et les entreprises qui seraient mises à la tâche. Et ensuite, c'est un travail de mossa la punda, comme on dit, je crois. C'est-à-dire un travail qui n'aboutirait à rien. Alors, pour faire simple, tout dépend du moment où les sommes programmées ont été débloquées. Et peut-être qu'à ce moment-là, les conditions climatiques et météorologiques ne justifiaient pas ou ne permettaient pas l'utilisation de ces fonds dans le cadre de la lutte contre les érosions. Enfin, vous avez vous-même trouvé une réponse à la question de la difficulté de lutter contre les érosions, puisque vous évoquez le fait qu'une zone d'érosion, une seule, dans tout le pays, il y en a des dizaines, qu'une seule, que vous avez évoquée, justifierait la mobilisation de 9 milliards. Vous voyez, 9 milliards, on peut dire que c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire la difficulté de trouver à mobiliser 9 milliards entiers pour traiter une seule zone d'érosion, alors qu'il y en a des dizaines ou plus dans le pays. Donc c'est une question, celle des érosions, on l'a déjà évoqué, qui concerne tellement d'aspects liés à l'aménagement du territoire, à l'urbanisation sauvage de nos villes, au fait que l'on construise dans des zones non edificandi, c'est-à-dire des zones non constructibles. Et tout cela, c'est donc complexe. C'est un plan qui va coûter de l'argent, qui va probablement nécessiter, le gouvernement est à la manœuvre là-dessus, une coopération internationale avec des
organisations financières qui devraient nous accompagner et aider au financement de ce programme de lutte contre les érosions. Donc c'est une préoccupation permanente du gouvernement.